L'événement ce soir, c'est la déclaration de Volodymyr Zelensky dans une interview où on lui pose la question tant attendue depuis tant de mois. Oui ou non serait-il prêt à discuter avec Volodymyr Zelensky? Coup de théâtre, puisque pendant des mois, les Ukrainiens le refusaient absolument, estimant que jamais il serait question de discuter avec Vladimir Poutine tant qu'il est au pouvoir. Après Boutcha, après tout ce qui s'est passé, changement, Émilie. Oui, c'était une interview qu'il a donnée il y a seulement quelques minutes au journaliste britannique Piers Morgan. Donc la question, êtes-vous prêt à négocier avec Vladimir Poutine? Eh bien, voici ce que répond Volodymyr Zelensky. Si c'est la seule configuration dans laquelle nous pouvons apporter la paix aux citoyens de l'Ukraine et ne plus perdre des gens, oui, nous accepterons cette configuration, cette réunion avec 4 participants. Sylvie Berman, que s'est-il passé dans la tête de Volodymyr Zelensky pour qu'il change d'avis? C'est la première fois qu'on entend dire « je veux bien parler directement à Vladimir Poutine et non pas juste à la Russie ». Ce qui s'est passé, c'est Donald Trump qui lui a donné instruction de négocier. Et évidemment, de toute façon, quand on discute avec le dirigeant du pays avec lequel on est en guerre. Donc c'est la raison pour laquelle il dit qu'il est prêt à négocier avec Vladimir Poutine. Mais c'est le moment aussi où Vladimir Poutine dit qu'il est hors de question qu'il négocie avec Zelensky. Mais sur le principe d'abord, comment est-ce que vous expliquez ce changement diamétral, puisque les Ukrainiens disaient toujours c'est immoral de faire ça. Et là, visiblement, le président Zelensky lui-même, alors qu'ils disent bien avec raison, la Russie est en position de faiblesse, c'est sûrement pas le moment de négocier. Bon, déjà parce qu'ils n'étaient pas invités. Il n'était pas invité. Donc il se met dans le jeu. Et Poutine veut négocier uniquement avec Trump. Donc là, il parle de 4 participants. Alors le 4e... c'est l'Europe. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc pas invité, ça veut dire, moi je veux bien discuter à partir du moment où on est 4. Donc ensuite, comme il a peu de chances que ça se déroule comme ça, parce que Poutine ne veut pas en entendre parler, eh bien au moins il passe pas pour le méchant. Il passe pour celui qui est ouvert et qui veut Donc c'est pour plaire à Trump. Pas seulement. Alors oui, en fait, il déploie une stratégie qui a été mise en place d'ailleurs avec les Européens et l'appui de la France depuis le début des discussions avec Donald Trump. La première chose, c'est un peu comme, vous savez, à gauche, il faut jamais être responsable de la division. Bah là, c'est pareil, il faut jamais être celui qui dit non sur les négociations. Vous êtes le roi des transitions, en tout cas. Mais il a raison. Face à Trump, aujourd'hui, lui, il dit, mais moi, je suis prêt à négocier, je suis prêt à arrêter, vous voulez la paix, moi, je suis prêt à la faire. Celui qui veut pas, c'est l'autre. C'est Poutine, ce qui est vrai. Donc aujourd'hui, et la deuxième chose qu'il dit, c'est nous négocions à 4 avec les Européens, parce que c'est en Europe. Il y aurait qui alors, parce qu'il parle de 4 participants, donc Zelensky, l'Europe, Poutine, un responsable de l'Europe. Voilà. Quelqu'un représentant les États-Unis, quelqu'un représentant l'Ukraine, quelqu'un représentant la Russie, quelqu'un représentant l'Europe. Aujourd'hui, c'est le seul qui, de manière publique, dit que c'est en Europe que se passe cette guerre et que l'Europe doit faire partie de la solution. Donc il est en train, encore une fois, de jouer pour nous. Et honnêtement, c'est difficile de retourner sa veste à ce point-là. Comme je rappelle quand même qu'avec raison, les Ukrainiens. Si on n'a pas d'armes, il vaut mieux. Avec raison, les Ukrainiens disaient il est exclu de discuter avec Vladimir Poutine. Je rappelle qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Et là, ils disent le contraire, alors même que la Russie a de graves problèmes financiers, de graves problèmes pétroliers, et que ce serait surtout pas le moment de négocier. Au contraire, de se battre. D'abord, il n'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis. Donc ça, je trouve que c'est très intelligent et très habile de Volodymyr Zelensky de montrer, moi je suis prêt à faire des concessions. Et il dit dans son entretien, il dit même le fait de parler avec Poutine, c'est une concession. Donc moi je trouve qu'il se met de la force de son côté parce qu'il aura déjà fait une concession en parlant. Et ça lui permettra de faire beaucoup moins d'autres concessions. Dans cet entretien, il faut quand même souligner une chose, il a insisté sur le fait que si l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, eh bien l'Ukraine devrait avoir une garantie de sécurité avec une composante nucléaire. On va revenir à ça, mais bon, disons les choses. Est-ce que ça n'est pas un énorme cadeau à Vladimir Poutine? Il était paria et on lui offre sur un plateau d'être autour d'une table où il y aura l'homme le plus puissant du monde, Trump, où il y aura les Européens. Et où il y aura Volodymyr Zelensky qui a changé d'avis, puisqu'il y avait même ce décret disant qu'il ne peut pas traiter. Visiblement, tout ça est balancé. Oui, mais vous disiez c'est immoral, mais... Enfin, pas de mon point, non, mais pose la question. Effectivement, ce qui est immoral, c'est de perdre, sinon la guerre, en tout cas des territoires,
quand on est agressé. Donc c'est vrai que j'imagine que c'est un crève-cœur pour Zelensky et sans doute encore plus pour les Ukrainiens parce qu'ils vont à Canossa. Alors peut-être se disent-ils que comme Poutine ne veut pas négocier de son côté, c'est facile de lui tendre la main puisqu'on sait qu'il ne va pas la saisir et que donc comme ça on va se mettre bien avec Trump sans que ça porte trop à conséquence. Mais je pense que ça ce sont plutôt des calculs de circonstances. Mais sur le fond, il y a une réalité. Et la réalité, c'est que les Ukrainiens ne parviennent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas été assédés par les Occidentaux, à faire reculer les Russes. Et quand vous n'arrivez pas à gagner militairement, peut-être qu'il y a un moment où vous êtes obligé de discuter avec qui ? Avec votre ennemi. Comment les Ukrainiens réagissent-ils ? Ludmila Totieva, vous êtes familière de nos plateaux, vous êtes justement d'une région où les Russes pratiquent l'occupation, où ils ont pratiqué un certain nombre de crimes de guerre. Comment réagir à cette idée qu'il pourrait y avoir, en tout cas sur le principe, une table de négociation avec Poutine ? Je pense que les paroles du président Zelensky étaient prononcées dans le sens aussi, le seul voie pour avoir la paix ou pour avoir la fin de cette phase de la guerre très intense, ça sera de traiter avec Poutine. Il acceptera ça. Et il y a aussi la réalité que l'armée ukrainienne n'arrive pas à récupérer avec tous les moyens qu'on a, qui ne sont pas assez, les territoires qui sont occupés en ce moment-là. En même temps, Zelensky a souligné que la constitution ukrainienne ne permet pas reconnaître l'annexion des territoires qui sont occupés par les Russes aujourd'hui. Effectivement, moi, en tant que la personne qui vient de territoire de Lugansk, je voudrais surtout pas voir ces territoires devenir défaites russes. Maintenant, ce qui est aussi important dans ce que Zelensky a dit, c'est que la proposition que l'Ukraine puisse faire partie de l'OTAN, c'est ça qui va devoir pousser Poutine à effectivement négocier, à avoir cette ouverture vers la voie diplomatique. De cette de règlement de cette phase de la guerre en tout cas. On sait aussi que Zelensky n'avait pas du tout d'illusion sur le fait que dans 2 ans, dans quelques mois, s'il n'y a pas de garantie de sécurité pour le reste du territoire ukrainien, qu'il reste souverain, Poutine va réattaquer encore une fois et de nouvelles forces. Votre réaction sur Poutine, sur la place de Poutine, il faut rappeler, il est agresseur, et sous le coup du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, pour lui, quelle revanche ? Parce qu'on le donnait pour mort politiquement, il y a eu l'épisode Prigojine, etc. Il va se retrouver, on a l'impression que certains lui demandent même de bien vouloir négocier. Oui, absolument, mais ça, c'est depuis qu'il récupère petit à petit des territoires au Donbass. C'est aussi depuis que les pays émergents, le Sud global, viennent à des réunions à Kazan. Et c'est vrai que sa situation internationale a complètement changé. Mais le rapport sur le terrain, parce que quand vous dites la Russie est en train de s'affaiblir, pas tout de suite, elle peut durer encore quelques années. Mais il y a une autre raison pour laquelle Zelensky se rappelle un petit peu à la mémoire de tout le monde, c'est qu'en réalité, Donald Trump demande des élections et qu'il n'est pas du tout sûr de les gagner s'il y avait des élections qui, pour le moment, sont difficilement organisables parce qu'il y a la loi martiale. Mais c'est pour ça que Donald Trump demande un cessez-le-feu d'abord, des élections ensuite. Et là, le combat va être... Est-ce que Zelensky cherche aussi une sorte de sortie ? En réalité, s'il arrive à être réélu, il aura sauvé la souveraineté de son pays. Il est à Kiev. Il conservera le pouvoir. Beaucoup d'Ukrainiens diront avec raison qu'il a eu un rôle héroïque, historique. Il sera obligé d'aller devant les électeurs parce que ça marche, cette loi martiale ne tient que pendant la guerre. Je rappelle quand même que ça n'a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas eu d'élection en 1940 au Royaume-Uni parce que c'était la guerre. C'était 35-45. Pendant 10 ans, il y a eu le même Parlement. Churchill a perdu en 45. Et en plus, Churchill a perdu à 45 avant de voir la fin de la guerre, rappelons-nous, dans le Pacifique. Donc, vous voyez... effectivement, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais il risque d'en payer le prix politique si il capitule. Et ensuite, le cœur central de ces négociations, c'est vraiment les garanties de sécurité. C'est pas tout la ligne de front qui sera figée. Quelle garantie de sécurité ? À partir du moment où on leur dit qu'ils ne rentrent pas dans l'OTAN, ou que c'est dans 30 ans,
qu'est-ce qui garantit que Poutine ne remet pas le couvert dans 5 ans, dans 7 ans? Précisément, est-ce qu'on fait un cadeau à Poutine? Est-ce qu'on va faire d'abord le cadeau de l'image, la photo, de la poignée de main, le temps qu'il aura pour se réarmer pendant cette période où il pourra remonter dans la surenchère? Alors c'est évidemment un risque, c'est un risque réel, d'autant que s'il y a un arrêt, s'il y a des combats, et que les Européens prennent ça pour une paix, il y a quand même un risque que les Européens arrêtent eux aussi l'effort qu'ils avaient commencé à fournir. C'est un risque qui est réel, qui existe. On peut aussi le voir de l'autre façon. Je vous rappelais qu'il y a 2 semaines, il y a une interview très intéressante du patron de la brigade Azov. On ne peut pas penser quand même que c'est un mou du genou, vu que, pour ne pas le caractériser plus que ça. Attention à vos comparaisons. J'ai fait mou du genou. Émilie, qui est très elle vous surveille. L'air de rien, moi aussi. Elle vous surveille. Donc, le patron de la brigade Azov expliquait que, du point de vue ukrainien, il était utile de s'arrêter aujourd'hui de combattre pour moderniser l'armée. Parce qu'il pense que ce combat contre la Russie, que la Russie ne va pas arrêter ses ambitions et que ça va être un combat qui va durer sur des années. Et qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne est en phase de transformation et de modernisation. On le voit avec la création qui vient d'être faite des corps d'armée. Soyons francs, s'il y avait des moyens de vaincre, bien sûr. Mais est-ce qu'on n'habille pas un défaitisme? Votre réponse ne convient pas à Darius. Non, mais est-ce qu'on... C'est pas un défaitisme, c'est une défaite. Alors, est-ce qu'on est en train d'habiller une forme de défaite? Parce que si on pouvait militairement reconquérir... Pardon, je pose la question. Si on pouvait réellement reconquérir ces territoires militairement, on ne dirait pas on va faire une pause technique. Mais pas pour le moment. C'est pas possible. Trump est le fournisseur d'armes. D'accord ? On va faire les choses ultra simples. Les armes viennent majoritairement des États-Unis. Il a repris l'aide. À ce stade... Les Américains ont repris l'aide militaire, vous avez vu? Oui, ils ont repris l'aide militaire américaine, c'est-à-dire sans n'avoir jamais donné un F-16 et en ayant donné une dizaine de chars. Donc c'est quand même une aide qui aide à tenir, mais qui n'a pas permis à ce stade de pouvoir passer à l'offensive. Je ne vois pas à ce stade que Trump décide de le faire, sauf si Poutine ne se plie pas à ses positions. Donc la seule carte qui reste à jouer, je ne dis pas que ça va se passer, la seule carte qui reste à jouer, c'est dire... Nous, on est prêts à négocier, c'est lui qui ne veut pas. Et donc, il faut continuer à nous aider. Mais... Qui plus est, et vous avez bien vu que ça, c'est le deuxième truc, c'est on a les terres qui sont les terres rares dont vous avez besoin pour votre industrie, qui sont aujourd'hui dans les territoires occupés par les Russes. Si vous voulez qu'on passe un accord avec les Américains, avec vous, messieurs les Américains, on est totalement prêts à le faire, mais il va falloir aller les chercher. Il sera question des terres rares tout à l'heure, mais j'entendais Guillaume Roquette grommeler tout à l'heure à ma gauche. Vous ralliez un peu en disant mais non, c'est un aveu de faiblesse de la part de Volodymyr Zelensky. Je pense que c'est même une forme de défaite, malheureusement. C'est la reconnaissance d'une situation. Mais oui, c'est ça. Imaginez, pardon, cette analogie un peu basique, mais c'est comme si les Allemands nous avaient franchi la frontière et qu'ils avaient conquis une quinzaine de départements français. 18%, 19% du territoire ukrainien, ça doit correspondre à peu près à ça. Et les Allemands disent, OK, maintenant on est là. On a conquis militairement entre 10 et 15 départements français et on vous prévient, on ne bougera pas. Et nous, on n'est pas capable de les repousser. Alors on dit, OK, on va négocier. Malheureusement, c'est une forme de défaite, je veux dire. Et on a raison de s'appesantir sur ce point et sur cette déclaration de Zelensky. Cela dit, ça montre que c'est un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui, parfois, regarde la réalité en face, même quand c'est douloureux. Et j'imagine comme ça peut l'être pour les Ukrainiens. Mais je pense que c'est le grand retour de la réalité. En tout cas, c'est pas du Churchill. Ça, c'est sûr que c'est pas du Churchill. Non, mais parce qu'il n'y a pas de Churchill aujourd'hui. Donc, je voudrais on a beaucoup dit que c'était le Churchill quand ukrainien. Les Allemands ont envahi la France, la France a arrêté de se battre très rapidement. On ne peut pas comparer, excusez-moi, ce qu'a fait la France en 1940 à ce que font les Ukrainiens. Les Alliés étaient derrière la France. Là, les Ukrainiens n'ont pas les Alliés derrière eux. Ils n'ont pas la moitié ou le quart de ce que les Alliés ont fourni à l'Europe ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il faut arrêter de toujours comparer ce qui se passe en Ukraine à ce qui se passe dans la guerre mondiale. À la limite, même comparons-le. Darius parfaitement légitime à le faire. Mais un des effets majeurs que voulait obtenir Churchill pendant tout le début de la guerre, c'était le soutien américain. C'est-à-dire qu'il a quand même passé des heures et des heures au téléphone, en bateau, en avion, etc., pour convaincre les Américains qu'il fallait qu'ils rentrent en guerre à ses côtés. Et donc c'est bien ce qu'essaye de faire aujourd'hui Zelensky avec Trump. C'est-à-dire qu'il ne pourra relancer l'action et ne sauver la souveraineté. Là, pour l'instant, l'idée, c'est de geler pour sauver ce qui est faisable. Si
Vladimir Poutine l'accepte, ce qui n'est pas gagné. Et la deuxième chose, c'est de s'allier la bienveillance, entre guillemets, en tout cas le fait que Trump pense que c'est utile de soutenir les Ukrainiens, c'est la seule chose qui lui reste pour pouvoir relancer plus tard. Alors, la grosse différence avec 1941, c'est d'abord que l'Angleterre est une île. Donc c'est quand même pas rien, parce que le fossé anti-char, il fait 40 km et c'est pas facile à traverser. La deuxième chose, c'est que même en n'entrant pas en guerre avant décembre 41, les États-Unis, très très vite, ont apporté une aide. Churchill l'a bien dit. Churchill n'a jamais cru à la bataille d'Angleterre, qu'il allait se faire envahir. Parce que la Navy tenait la Manche. Donc, ils n'avaient pas trop les moyens de débarquer, ils le savaient. En revanche, il a dit, sa terreur, c'était la guerre de l'Atlantique. C'est ça, la guerre de l'Atlantique. Si les Américains n'avaient pas apporté leur aide dès le début, il aurait perdu la guerre de l'Atlantique, il aurait été incapable de tenir. Ce qui manque aux Ukrainiens, alors déjà, ils ne sont pas une île, ça on a compris. La deuxième chose, c'est des alliés indéfectibles. Et là, véritablement, ils n'ont pas d'alliés indéfectibles, c'est un fait. Voilà, c'est comme attendez. Sur ce plateau, il y a quelques instants, il y avait Amélie de Montchalin qui rappelait qu'il y avait 450 millions d'Européens. C'est là une des premières puissances économiques de la Terre. Mais pas une puissance militaire, ni une puissance au sens mondial. Ces Européens ne sont pas liés entre eux par une alliance militaire, comme c'était le cas des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est toute la différence. Et il ne vous a pas échappé que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe et encore moins de l'OTAN. Donc le lien avec eux n'est pas le même. Il y a quand même un moment où on a dit quelque chose aux gens qui n'était pas vrai. On a dit aux gens, je me rappelle, vous retrouvez toutes les archives, tous les dirigeants européens disent aux Ukrainiens, on vous aidera aussi longtemps que nécessaire, on vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour recouvrer vos territoires. Tout ce qu'on a, en fait. Tout ce qu'on peut donner. C'est pas tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'on voit bien, on n'est pas en économie de guerre. Voilà. Et même les Américains, au début, donnaient leur stock. On donnait leurs bateaux, on donnait leurs obus, parce qu'ils n'avaient pas l'industrie de guerre. Il faudrait commencer à développer les chaînes industrielles. Et ça, c'est un problème économique, c'est pas qu'un problème militaire. Ludmila Totieva, vous êtes toujours avec nous. Est-ce qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour les Ukrainiens ? Tout ce qu'on peut. Non, je pense que c'est pas du tout le cas. Parce que si les États-Unis étaient sérieux pour voir la défaite de Poutine sur le territoire ukrainien, on ne serait pas là avec vous de parler de troisième année de guerre en Ukraine. Les moyens qu'ils ont fournis, c'était assez pour que l'Ukraine survive dans un état que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire, on arrive à plus ou moins stopper la progression des Russes en ce moment-là. Mais on manque toujours des moyens considérables pour faire repousser les Russes. Il y a aussi une énorme question des ressources humaines. Et ça, quelque chose que Zelensky aussi a bien souligné dans ses propos, c'est que l'Ukraine, elle a aussi des problèmes démographiques auxquels elle faudra aussi faire face. Et les suggestions de l'administration de Trump de baisser l'âge de recrutement à l'armée jusqu'à 18 ans, ça sera juste un gouffre démographique énorme qui va faire l'impact négatif sur vraiment plusieurs années à venir, et l'Ukraine ne va pas pouvoir s'en remettre. Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'Ukraine et le président Zelensky va pouvoir obtenir les garanties de sécurité de la part des États-Unis qui sont fiables, qui sont au niveau de l'invitation à l'OTAN, de faire partie de l'OTAN, qui, dans ce cas-là, vont jouer le rôle d'une sorte de protection pour la partie souveraine de l'Ukraine, le territoire qui est pour l'instant justement sous contrôle des Kiev. Et ça, c'est la vraie question, la véritable question. La place de Poutine, attardons-nous un instant sur Poutine, sur ce retour sur la scène internationale, puisque ce qu'on vit là en direct, c'est quand même un événement tout à fait inouï. Poutine, dont on disait, beaucoup de commentateurs, y compris sur ce plateau, il est très malade, il a le cancer. En réalité, celui qu'on voit, ce sont souvent des sosies. Son économie va mal, ce qui est vrai. Son économie pétrolière va mal. Ils ont de grandes difficultés, l'inflation, etc. Son régime, Gérald Yakovlev dit toujours, il est à deux doigts de tomber. Et on lui fera le cadeau de lui dire, venez à la table de négociation avec tout le monde. Oui, mais le point clé, c'est 3 ans. Cette guerre dure depuis 3 ans et on n'a pas réussi à faire plier Poutine. Donc, est-ce que
en continuant un an de plus, la situation serait différente. On peut l'espérer, bien sûr. On peut toujours penser qu'il va y avoir un coup d'État, que les Russes vont se révolter parce qu'il y a beaucoup d'inflation et qu'ils ne peuvent plus faire de crédit. On n'a pas du tout l'impression que c'est vers ça qu'on s'achemine. Donc pour vous, c'est une preuve de responsabilité, ce qui se passe. Je pense que c'est, vous savez, c'est Jacques Lacan, le psychanalyste, qui disait le réel, c'est quand on se cogne. Et ben là, on se cogne tous contre cette réalité, enfin surtout les Ukrainiens, malheureusement, contre cette réalité qui est qu'ils n'arrivent pas à faire reculer les Russes. Écoutons un homme qui a fait une comparaison très intéressante. Xavier Titelman, vous êtes avec nous en direct. Vous êtes un des premiers à faire la comparaison avec l'Alsace-Lorraine. Vous disiez, ben voilà, c'est comme l'Alsace-Lorraine, il va y avoir peut-être des années, 71. mais pour l'instant, l'Ukraine peut-être devra renoncer à une partie du Donbass et à la Crimée. Mais c'est même pas de moi que vient cette comparaison, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. Ils m'ont donné deux comparaisons, c'est l'Alsace-Lorraine. Vous l'avez perdu pendant quelques décennies, c'est revenu naturellement au bout d'un moment. Et ils font également le parallèle avec l'Allemagne de l'Est. Oui, l'Allemagne de l'Est a été occupée par l'Union soviétique, un régime satellite, et elle a fini par revenir unie dans l'Allemagne de l'Ouest. Donc au final, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas territorialement à reprendre leur territoire que ça va pas, dans 20, 30, 50 ans, revenir dans l'Ukraine unie. Mais c'est aussi parce qu'on leur donne pas les moyens. C'est aussi une façon de... Quand même, pardon. Vous rappelez l'Allemagne de l'Est, c'est des générations qui ont vécu sous le joug d'une dictature. L'Alsace-Lorraine, c'est des générations qui ont vécu sous occupation allemande. Oui. On peut pas dire ça un peu à la légère en disant bon, ben voilà quoi. Non, puis surtout l'Allemagne de l'Est, l'Alsace-Lorraine, il faut pas oublier que c'est 3 guerres quand même. C'est 75 ans de crise. Et puis des millions de morts, là, pour le coup, parce que la dernière, c'est 50 millions. Vous rajoutez la Première Guerre mondiale, vous êtes à 70, et puis, je ne sais pas combien, peut-être 500 000 pendant la guerre 70, je ne sais pas très bien. Donc, vous imaginez, c'est 75 ans de crise et des dizaines de millions de morts. C'est vers ça qu'on s'achemine. Bon, je crois qu'il faut quand même réfléchir. Là, je veux dire, ça peut être une solution temporaire, mais figer le front, c'est la victoire de Poutine, de facto. Vous voulez dire que ce n'est pas anodin, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est pour ça que... Attendons ce que vient de dire le général. Figer le front, c'est la victoire de Poutine. Mais bien sûr. Il a 20% du territoire, ça va durer des années. Il peut y être dans 70 ans comme la Corée du Nord, Corée du Sud. Il y a une ligne de front, c'est un armistice, il n'y a pas de paix. Et puis ça peut durer des années comme ça. Et puis pendant ce temps-là, chacun mène sa vie. Hein. Donc effectivement, on se dirige tout droit vers un scénario coréen. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Voilà. Mais c'est pas la défaite des Ukrainiens, ce sera notre défaite en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux. Et je voudrais juste vous citer un chiffre qui vient d'une conférence à laquelle j'ai été justement avec Xavier Titelman la semaine dernière sur les drones et les investissements occidentaux dans les start-up militaires en Ukraine. Que 25 millions de dollars, c'est le même chiffre que l'argent qui a été investi dans une start-up qui fait des jouets pour chats aux États-Unis. Voilà l'argent occidental qui va pour aider l'Ukraine. C'est l'équivalent aider l'Ukraine dans un domaine de start-up technologique précis, je précise, mais c'est l'équivalent de ce qui a été investi dans une start-up pour jouer pour chat. C'est parce qu'en Europe et aux États-Unis, les priorités ne sont pas au bon endroit aujourd'hui. Et là, si Poutine a une victoire, eh bien, il faudra être extrêmement vigilant pour que cette victoire ne soit pas faite à nos dépens. Et ça, je ne suis pas sûre que tout le monde l'a compris. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est objectivement, c'est une défaite occidentale que nous nous apprêtons à vivre. C'est une défaite pour nos valeurs et c'est un succès pour les régimes autoritaires. Vladimir Poutine a violé les frontières internationales et il a pénétré dans le pays voisin et il en a annexé près de 20%. Et c'est vrai que je pense que ça doit nous faire réfléchir, nous, sur notre incapacité, avec seulement nos grands principes, à faire accepter ces règles internationales. Ensuite, la question c'est si, comme le craint Samantha, il y a une sorte d'effet domino, c'est-à-dire que si Poutine, après avoir avalé 1/5 de l'Ukraine, se dit maintenant au suivant, là, qu'est-ce qu'on fait ? Ça va devenir compliqué. Puis il y a un autre sujet très compliqué, c'est que s'il faut une force de sécurité pour pas que Poutine aille plus loin, qui va y aller, qui va payer ? Est-ce que les Américains vont prendre leur part ? C'est incroyable, comme on l'avait dit beaucoup, mais maintenant c'est sous nos yeux, l'arrivée de Trump, à la fois accélère et cristallise ce bouleversement du monde qu'on n'aurait pas imaginé il y a 3 ans.